Madame, je voudrais vous laisser le soin, si vous le voulez bien, de vous présenter et puis de nous édifier sur ce qui va être fait. Mais avant cela, je vous prie, nous avons notre keynote speaker parce que nous sommes organisés, n'est-ce pas? On l'applaudit, c'est René Moutsika, qui est enseignant dans l'immobilier, qui est professionnel dans l'immobilier, je ne le dirai jamais assez, qui compte parmi les 100 qui comptent dans l'immobilier selon le classement du magazine Challenge, ici en France, donc ça n'est pas rien. Et aussi, bien évidemment, qui a à son actif un ouvrage 3 allées Vauban, une adresse qui se trouve juste à la sortie de la salle sur la table. C'est son livre qui parle de l'immobilier. Il ne faut pas repartir d'ici avec des choses abstraites. Parfois, on dit que quand c'est écrit, ça reste. René, alors, en tant que mot introductif pour ce panel, nous sommes à ton écoute. Merci beaucoup, Lydie. Merci à tous. En tout cas, merci de continuer à partager ces moments avec nous parce que pour certains d'entre vous, vous êtes là depuis hier. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, là, le panel qui est devant vous, j'espère qu'ils répondront à vos attentes. Vos attentes, c'est le financement. Et le financement, c'est un élément très important pour nous tous qui voulons investir en Afrique, dans nos pays d'origine. À savoir que l'un des problèmes qui se posent, c'est comment, quand on travaille ici, obtenir un financement pour là-bas. Ça fait partie des questions qu'on se pose tous. Et puis, ou alors, comment obtenir du financement là-bas, même pour ceux qui sont juste là-bas. Et donc, le panel qui est autour de Lydie aujourd'hui va, j'espère, vous apporter des réponses. Et s'il ne vous apporte pas des réponses, on ne les laisse pas descendre d'ici. On ne les laissera pas partir. Merci encore d'être parmi nous. Nous avons donc seulement 45 minutes. C'est la course contre la montre. Les 2 premières minutes de chaque intervenant serviront non pas à reprendre la présentation que je fais d'eux succinctement, mais à embrayer sur ce qu'ils font pour répondre à notre question, démontrer que le financement est structuré et accessible à la diaspora. Madame, je vous donnais la parole précédemment puisque vous représentez le directeur général Jean-Paul Missy du Crédit foncier du Cameroun. Nous vous écoutons. Présentez-vous à nous, madame, s'il vous plaît. Merci de me prêter la parole. Je suis Hermine Ondoa, conseiller technique au Crédit foncier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Crédit foncier, nous avons pour mission d'apporter notre concours financier à la réalisation de tout projet immobilier, davantage destiné à l'habitat social. Nous disposons d'une offre structurée qui s'adresse à la diaspora. La diaspora en tant que porteur de projets à usage personnel, résidence principale ou de retraite, la diaspora en tant que porteur de projets locatifs et la diaspora enfin en tant que porteur de projets de programmes immobiliers, donc promoteur immobilier agréé. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que ceux des Camerounais résidents. Pour la première cible, vous devez être Camerounais pour les trois types de projets. Vous devez disposer de revenus pérennes sur les salaires ou alors sur les loyers qui sont attendus pour les promoteurs immobiliers et les programmes qui sont commercialisés. Vous devez nous présenter un dossier technique conforme. On ne reviendra pas sur la conformité dossier technique. Vous devez, en ce qui concerne les 3 groupes, réaliser un apport personnel qui peut varier de 10% à 50% en fonction des types de projets. Les plafonds de financement vont de 150 millions à 500 millions. Les franchises vont de 3 mois à 18 mois, les différés. Les maturités vont jusqu'à 30 ans. Nous disposons d'une ressource longue qui nous permet de pratiquer les maturités longues. Hier, on a entendu dire que les maturités sont très courtes et les taux d'intérêt sont très élevés. Nous avons des taux d'intérêt qui vont de 4%, j'ai envie de dire de 1,192%. Pour les promoteurs qui portent des projets sociaux, ils doivent être qualifiés comme tels par le ministère compétent. Nous avons donc des taux de 4% pour les jeunes, des taux de 5% pour les petits revenus, des taux de 6% pour les revenus moyens et 7% pour les promoteurs immobiliers et les porteurs de projets locatifs. Merci, madame. Alors, je voudrais vous proposer, est-ce que mon micro est ouvert, vous m'entendez? Oui. Je voudrais vous proposer, merci pour ces premières indications précieuses. Je voudrais préciser, donc c'est des millions en francs CFA, n'est-ce pas? Madame, tout à l'heure, aura l'opportunité de revenir là-dessus.
Vous avez donc vos 2 minutes introductives, Monsieur Niaï. Je rappelle donc que vous êtes directeur clientèle entreprise et des relations aux institutions financières de la Banque nationale d'investissement en Côte d'Ivoire. Donc, top chrono de 2 minutes pour répondre à notre question sur démontrer que le financement est structuré et accessible à la diaspora. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, madame. Je vois que je suis bien entouré. Je suis entouré de bonnes dames. Donc, je vais essayer de t'aider dans le temps qui m'est accordé. Il faut dire que la BNI, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Banque nationale d'investissement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le 2e sur l'échiquier national. Et sur l'échiquier de l'UEMOA, nous sommes 4e. Pour la diaspora, en ce qui concerne l'immobilier, nous avons 3 offres. Pour les acquéreurs, vous avez une offre pour les acquéreurs, nous avons une offre pour le personnel de manière individuelle, vous avez aussi une offre pour les promoteurs. Donc pour chaque type de financement, nous avons des conditionnalités à respecter. Et les conditionnalités pour un acquéreur classique ou quelqu'un qui travaille, c'est plus la domiciliation qu'on va regarder. Ensuite, on va regarder qui est son employeur et s'il fait une activité aussi qui n'est pas, je vais dire, une activité formelle, quel est le type, quel est le revenu, quel est le niveau de revenu qui provient de cette activité-là et si celle-ci permet de payer. Les 2 autres produits, notamment celui des promoteurs et des personnes individuelles qui voudraient construire, là, les critères sont bien prédéfinis, notamment l'apport initial de 30%. Et ensuite, les 70% sont donnés par la banque avec des tempéraments en fonction de l'évolution des travaux. Mais cela va sans dire que toutes ces opérations ne peuvent pas se faire si le cadre juridique n'est pas validé, notamment l'obtention des titres fonciers pour permettre la prise hypothécaire afin de rassurer les uns les autres de la bonne réalisation de l'opération. Madame, voilà où je voulais m'arrêter avant d'aller plus. C'est excellent, je vous dois quelques minutes. Rappelez-moi qu'on fasse bien les comptes. Je vous le rappellerai bien, madame. Alors, c'est aussi à votre tour, Anne-Jos, consultante en financement hypothécaire, l'entreprise c'est Budgélis, de nous dire comment faire quand on voudrait financer quelque chose, qu'on n'a pas des sonnantes et des trébuchantes, mais qu'on a quelque chose qu'on pourrait faire valoir. Nous vous écoutons, madame. Bonjour à tous, donc Anne, donc je travaille chez Budgélis et donc je finance, moi il y a plusieurs conditions, il faut que vous soyez résident fiscal français et que vous ayez un appartement ou une maison en France. Je vais aller au-delà de ce que les banques françaises de la place, type BNP, Société Générale, les banques classiques proposent. Vous êtes tous, je pense, bien placés pour savoir qu'ils sont assez frileux pour financer à l'étranger. Pour vous expliquer rapidement et succinctement, admettons que vous avez une maison qui vaut 100 000 € en France, qui est payée, sur lequel il n'y a pas forcément de prix immobilier. Moi, je peux vous dégager jusqu'à 70% de la valeur de cette maison, donc 70 000 €, pour soit acheter directement, soit peut-être servir d'apport dans les banques qui, elles, financent directement là-bas. Si vous n'avez pas les 30% ici, mais que vous avez un bien immobilier, je peux, du coup, peut-être voir avec vous pour vous aider à dégager cet apport et vous permettre d'investir en Afrique. Et ce n'est pas que sur les biens, vous disiez aussi? Non, effectivement. Oui. Je peux aussi faire des prêts sur votre épargne. Donc, admettons, vous avez, pareil, 100 000 €. Je peux aller jusqu'à 90 000 €, mais vous gardez votre investissement qui continue à vous rapporter. Et à côté, on a le prêt. En général, l'assurance vie ou le placement sur lequel vous avez l'argent vous rapporte plus que le taux du crédit. Donc, vous êtes complètement gagnant sur ces systèmes-là. Après, c'est vraiment au cas par cas. Je vous invite à venir me voir après si vous avez des questions, parce que c'est vraiment en fonction. Là, je vous parle large, mais il peut y avoir, ça s'étudie ensemble. Merci, je vous dois quelques minutes aussi. Je m'endette là en minutes. Bien, nous allons donc vous donner la parole, Monsieur Georges Ferré. Je disais que vous êtes le fondateur de EU. Voulez-vous nous dire comment vous faites pour que la diaspora puisse réussir à entreprendre son investissement dans l'immobilier ou à acquérir un bien? Nous vous écoutons. Merci beaucoup, vous m'entendez. Merci beaucoup, madame. Georges Ferré, effectivement, fondateur et président de IU. Nous sommes un petit peu différents. Nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas un établissement africain. Nous sommes une institution de paiement européenne régulée par la Banque de France, et nous offrons un cadre régulé et institutionnel aux banques et aux établissements de crédit, notamment africains et très largement africains, qui veulent venir au-devant de leur diaspora pour les servir.
nous sommes un lien en réalité, un lien financier pour les diasporas qui souhaitent, donc, par miroir, avoir une relation avec un établissement financier africain. Et ce que nous apportons effectivement, c'est cette visibilité pour les établissements de crédit, pour les banques, et nous organisons aussi les transactions des diasporas vers les comptes dans ces banques. Donc, les comptes peuvent être déjà ouverts ou ça peut être l'occasion d'ouvrir un compte. Et derrière, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le contexte du salon de l'immobilier, c'est absolument pertinent. Vous avez entendu, il faut faire venir son apport personnel, qui en général est une somme relativement conséquente. Il faut ensuite organiser ses remboursements. Et nous sommes là pour faciliter ces transactions qui sont pour la première complexes parce qu'elle est d'un montant élevé et dans la foulée, organiser la récurrence. Les acteurs du transfert d'argent savent et permettent aux membres de la diaspora de transférer 50, 200, 300 euros de manière spot. Nous allons accompagner sur une transaction de plusieurs milliers, dizaines ou centaines de milliers d'euros en renforçant la sécurité de cette transaction et en faisant en sorte qu'elle atterrisse chez votre partenaire bancaire. Voilà. Monsieur Ferré, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que vous me devez quelques minutes. Bon. Non. Et je vous les vends avec intérêt. C'était le reste des minutes des autres. On va s'entendre. Très bien. Eh bien, écoutez, pour donc rentrer dans cette disposition, je le disais tout à l'heure, il faut parfois entendre d'être patient et de passer peut-être par des chemins qui n'ont pas l'air d'arriver là où vous alliez. C'est comme pour aller aux Comores. Je voulais juste imager cela. Il faut monter dans un petit coucou si on est déjà à Dar es Salaam. Le vol, on se dit, je ne vais pas y arriver, mais quand on arrive au paradis. Je pense que la question immobilière est un peu comme ça. Si vous êtes d'accord, Madame la vice-présidente de la Chambre de commerce des Comores, nous vous écoutons, Madame Yaya. Merci à tous, ravie d'être là aujourd'hui. Moi, c'est Aïda Yahaya, je suis la directrice générale et fondatrice de la première agence immobilière aux Comores depuis 13 ans maintenant, et nous sommes installés en France depuis 6 ans. Et la question du financement est au cœur même de notre métier parce que nous accompagnons plusieurs personnes de la diaspora, mais également des investisseurs, à cheminer des fonds de la France vers les Comores. Et nous sommes également confrontés à la problématique des banques locales, à accompagner des gens issus de la diaspora et des taux assez importants. Du coup, on travaille beaucoup avec les tantines. Et c'est vrai qu'en visitant un peu les stands ici, j'ai l'impression qu'on a tous la même problématique pour la diaspora. Donc c'est très intéressant de rencontrer des acteurs comme Madame et Monsieur aussi, et l'occasion aussi de voir comment on peut ensemble avancer. Merci. C'est donc possible, cette équation-là. Je voudrais vous proposer, amis de l'auditoire, si vous avez déjà des questions à ce stade-ci, de lever la main, parce qu'en y répondant, nos panélistes vont continuer leurs propos et pouvoir justement être bien plus concrets que la seule présentation. Où est donc notre hôtesse avec le micro? Nous avons monsieur ici debout. Je voudrais peut-être vous proposer, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on a un micro? Est-ce qu'on a un micro? Je vais me porter volontaire. Oui. Alors à ce moment-là, peut-être vous allez vous approcher de... Oui, bonjour à toutes. Ma question, c'est à Madame Anne. Quel est le taux? D'accord. Donc on prend les questions. C'est sur les taux. Oui, sur voilà. les taux. Oui. Ensuite, il y avait monsieur là qui a levé la main. Je vais remplacer les hôtesses. Merci. Ma question, elle est simple. Quel dispositif mettent en place aujourd'hui les établissements financiers pour surmonter les deux enjeux auxquels ils sont confrontés pour accompagner la diaspora, qui sont le risque et la conformité? Risque et conformité, comment les contourner ou plutôt comment y répondre en prenant en compte cela? Y a-t-il d'autres questions? Vous en avez certainement. Il y a monsieur là. Vous retenez bien, madame, il y a une question pour vous et l'autre aussi. Non, vous ne notez pas toutes les questions. Vous restez sur celle qui vous est la plus pertinente pour que vous n'allez pas pouvoir répondre à tout. Oui, bonjour. Monsieur, nous vous écoutons. Ouais, bonjour. Cette question s'adresse plutôt à Béni. Tout à l'heure, en fait, j'ai assisté à la réunion. Vous avez évoqué, en fait, dans votre écosystème bancaire, vous travaillez avec des partenaires comme des notaires et des experts aussi immobiliers pour pouvoir, en fait, accompagner vos clients au cas où ils veulent, en fait, recevoir un crédit chez vous.
En fait, cette partie de prestation notaire et expertise immobilier, je souhaiterais savoir le coût de pourcentage par rapport à un crédit chez vous. Ça, c'est ma première question. Alors, avez-vous compris la question de monsieur, s'il vous plaît? Non. Bon, alors déjà, il n'a pas compris. Est-ce que vous voulez prendre le temps de la reformuler pour qu'on avance? Prenez le temps, s'il vous plaît. Oui. On va faire passer le micro. En fait... Prenez le temps, on va faire passer le micro. Préparez votre question en résonance avec ce qui a été dit ici, parce que nous, on n'était pas avec vous dans l'autre salle non plus, et les autres de l'auditoire. Donc, on retient bien les questions. Il y avait pour Madame Sani la question du taux, c'était pour Madame Joss. Monsieur, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Bonjour. alors votre question, Madame, et puis Bonjour, vous écoutons. Oui. je suis Cécile Apito, une journaliste, ingénieure sociale et présidente association. Et j'envisage peut-être investir au Cameroun. J'ai 2 terrains, un pour locatif et l'autre professionnel pour une résidence autonomie. C'est-à-dire pour répondre aux besoins des personnes de la diaspora qui n'ont pas pu avoir confiance pour construire. Et je voudrais savoir comment vous pouvez accompagner un tel projet, parce que j'étais aux journées économiques de l'ambassade il y a 1 an, le 12 avril. Il y avait toutes les institutions de l'ambassade. Ma consoeur journaliste. Ouais, je voudrais savoir comment concrètement vous pouvez accompagner des projets. Merci beaucoup. Alors, voilà, nous allons partir. Elle a parlé du Cameroun. Peut-être que c'est pour Madame, si Madame avait une question pour vous. Vous avez une question pour vous aussi, le monsieur va venir. Vous êtes libre de répondre. Je vous laisse prendre la parole, Madame. Merci pour vous qui avez déjà posé vos questions. Les autres, vous pouvez écouter et préparer les vôtres. Nous vous écoutons, Madame. Merci. Alors, je vais commencer à apporter une réponse sur la question des risques et de la conformité. Les risques, vous avez déjà une cartographie des risques et des moyens de mitigation que vous mettez derrière. Les risques de décès, vous avez une assurance. Les risques de perte d'emploi, ils ne sont pas couverts jusqu'ici, mais le client peut le faire. Les risques d'incendie, on exige une assurance également. Maintenant, les risques de défauts, organisés ou non, c'est l'inscription hypothécaire, c'est l'hypothèque. Pour les autres risques, on essaie de mettre en place des mesures de contrôle permanent et puis contrôle périodique. Les autres pourront compléter. Alors, pour revenir à la question de Madame sur le locatif, nous avons indiqué tout à l'heure, ces projets-là, nous les finançons. Sur le locatif, vous avez un produit. J'ai indiqué tout à l'heure les conditions d'éligibilité, être camerounais, porter un projet techniquement faisable, rentable sur le plan des revenus, réaliser 50% d'apport personnel, et puis le reste, le crédit foncier s'en charge. Et sur la partie maturation du projet, nous pouvons également vous accompagner pendant 6-12 mois en fonction de ce qu'il vous faut pour arriver à monter votre dossier. Alors, sur la partie professionnelle, je n'ai pas bien compris, parce qu'ici, les professionnels, c'est les promoteurs immobiliers. Ça suppose qu'ils disposent d'un agrément pour réaliser les projets pour le compte d'autres Camerounais. Maintenant, je ne sais pas si j'ai bien compris. Merci pour, en tout cas, ce que vous avez déjà apporté. Vous pouvez réagir si vous le souhaitez, monsieur. Je voudrais réagir plus ou moins sur la question qui a été posée par monsieur. Oui, effectivement, tout à l'heure, on en parlait parce que c'est 2 problématiques qui sont connues par les banques. Le blanchiment et les risques liés au non-transfèrement de fonds. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec Ferrer, qui ont une solution. Aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ces transferts-là en toute sécurité. Donc, pour réaliser ce type de transfert et pour éviter les risques de blocage, notamment au niveau du blanchiment, c'est la justification et l'objet du financement. C'est-à-dire que si vous avez, l'objet du transfert, si vous avez la documentation nécessaire dès le départ, c'est d'informer la banque de réception de l'ensemble de la documentation et de la transaction que vous réalisez. Et bien souvent, on n'a pas cette information-là. Vous devez, dès le départ, avant d'effectuer votre transfert, informer votre correspondant local, lui dire, j'y envoie par exemple 3 000 €, je prends un exemple simple, pour réaliser telle ou telle opération parce que j'ai un tel ou tel contrat. Et vous envoyez l'ensemble de la documentation à réception. De telle sorte qu'à la réception des fonds, on peut justifier l'objet du transfert qui a été reçu. Et par la suite, vous pouvez passer aussi, on a discuté tout à l'heure, on en discutait avec Ferrer, on peut passer par son organisme aussi qui, eux, vont dès le départ travailler sur tous ces sujets-là avant de faire le transfert
vers la banque de réception. En ce qui concerne la question sur le coût, il est fonction normalement de la valeur du bien et du crédit que vous prenez. Mais en moyenne, on va tourner autour de 10 à 15% tenant compte de la valeur, de la prise d'hypothèque. Voilà ce que je peux apporter déjà comme réponse. Merci pour cette réponse à une question que nous n'avions pas entièrement cernée. Je voudrais, Anne, vous donner la parole parce que Madame Sani vous interpellez sur la question des taux notamment. Alors, j'aimerais déjà vous expliquer qu'en fait, on ne va pas être sur un projet immobilier classique comme en France où vous avez le choix de plusieurs banques. Et donc, vous pouvez négocier le taux. Moi, j'apporte une solution et je ne négocie pas avec les banques avec qui je travaille le taux. Je travaille avec des banques luxembourgeoises, belges et suisses et ils apportent une solution. Donc, ça n'est pas un terrain de négociation, mais on n'est pas sur des taux à 10 ou 15%. On va dire qu'en fonction de votre profil et du projet, on sera entre 4 et 5%. Donc, ça reste très cohérent par rapport au marché actuel quand même. On n'est pas sur des taux qui explosent et le but, ça n'est pas non plus de vous mettre des frais extraordinaires, mais voilà. Après, il s'ajoute les frais de prise d'hypothèque, etc., qui se font chez les notaires. Mais ça, pareil, c'est en fonction du montant et de ce que vous empruntez. C'est vraiment au cas par cas. Après, moi, je suis très transparente. Vous avez tous les frais. Je vous liste tout. Vous savez exactement où vous allez. Et ces frais-là peuvent être également inclus dans le financement. Vous n'avez rien à sortir forcément. À ce stade-ci, nous retenons que déjà nos panélistes ils sont aussi conscients d'être tous les maillons d'une chaîne de valeur puisqu'on voit qu'il y a complémentarité. Et Anne, vous n'étiez peut-être pas là ce matin, mais la question de la transparence est beaucoup revenue. En l'occurrence, Madame Sani est très préoccupée, ou plutôt très, très attachée à la transparence parce que dans son siège, elle draine un nombre certain de personnes concernées par les transactions. Alors, vous gardez la question, on vous passera le micro, vous pourrez avoir plus ample information. Si vous souhaitez aller plus avant dans la présentation de ce que vous faites ou prendre quelques questions, y en a-t-il d'autres, s'il vous plaît, dans l'Assemblée? Notre micro, voilà, mademoiselle, si vous voulez rester juste au milieu, ça vous évitera de faire tout le trajet. Nous écoutons votre question. Vous aviez déjà posé une question, monsieur. Alors, on va passer votre tour. Ben oui, voyons. Voyons, les hommes et la prise de parole. Hein? Madame, nous vous écoutons. Bonjour à vous. Moi, j'ai une question à poser aux panélistes. J'ai entendu monsieur de la Côte d'Ivoire, etc., madame du Cameroun, qui met l'accent sur le fait qu'il faut être camerounais. Alors, j'aimerais savoir si pour vous aussi, les investissements, ils vous mettez en marche le fait qu'on soit de nationalité ivoirienne ou autre. Merci. Ça, c'est une question. Ensuite, y en a-t-il une autre? Par ici, oui. Bonjour, ma question s'adresse par rapport à l'hypothèque. Est-ce qu'on peut faire une hypothèque sur un bien qui est toujours en cours de remboursement avec la banque? Et aussi pour monsieur de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut investir en Côte d'Ivoire si on n'est pas ivoirien? Y a-t-il une troisième question avant que les panélistes apportent réponse? Il n'y en a pas d'autres? Oui. Si c'est répondu, on ne revient pas dessus. Soyons, voilà. Merci beaucoup, madame. Vous êtes bien aimable. Alors, très bien. Sur la question de faut-il être de telle ou telle nationalité, c'était la question de madame. Voulez-vous répondre peut-être? Puisqu'on parlait du Cameroun, je vais vous laisser réagir. Je parle du Cameroun parce qu'au Cameroun, il n'y a que la diaspora. Il faut être de nationalité camerounaise pour bénéficier des prêts distribués par le Crédit foncier du Cameroun. C'est une banque... maintenant, les banques commerciales peuvent accorder les crédits aux étrangers. Je parle de ce que je maîtrise et je fais des pressions parce que dans la salle, il y a des Camerounais. Mais nous n'avons pas des banques privées camerounaises qui peuvent accorder des crédits à... C'est pour ça qu'au départ, j'ai indiqué quelle était la mission de Crédit foncier. Pardon? Je préfère ne pas répondre à cette question, s'il vous plaît. Alors, merci. on va passer. En aparté, parce que ça ne concerne pas tous ceux qui sont là. Il n'y a pas de problème. On va continuer avec les panélistes. Il y avait une question qui était sur... C'était pour vous, monsieur, je pense bien. C'est ça, il y avait une question pour moi. Bon, en fait, en Côte d'Ivoire, je pense qu'au niveau de la BNI, il n'y a pas cette restriction. Il faut juste donner sa carte de... Est-ce que... Alors, attendez. Madame Hapi, nous vous écoutons. Après, on pourra répondre. Très bien. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose, Cécile, qu'il réponde et puis après, on va revenir dans la salle. Monsieur, s'il vous plaît. Comme je disais, au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas cette contrainte-là, pour la BNI en tout cas. Donc, le sujet, c'est juste être résident et il faut que le bien
où l'objet du financement se déroule en Côte d'Ivoire. Maintenant, en ce qui concerne la prise d'hypothécaire, effectivement, avant, on avait la possibilité de faire une double hypothèque. Donc, vous avez l'hypothèque de premier rang, qui était la première banque qui finance, et ensuite, vous avez une deuxième banque qui venait financer, qui prenait l'hypothèque de deuxième rang. Mais ça fait 2 années qu'aujourd'hui, ce n'est plus reconnu par les institutions de contrôle. Donc, on est passé à BAL 3, BAL 2, BAL 3. Donc, aujourd'hui, ce qui est reconnu, c'est une seule prise hypothécaire. Donc, vous êtes en premier rang et donc vous exercez votre plein pouvoir, votre point profit sur le bien que vous prenez en hypothèque. Merci. Anne, voulez-vous, sur Budgelis, répondre à la question de l'hypothèque peut-être? Alors, pour la marge hypothécaire, nous, on a ce qu'on appelle la marge hypothécaire. Il y a des banques qui vont prendre 50%. Ça veut dire que si votre bien vaut 100 000, je prends toujours un exemple simple, ils vous prêtent 50 000. D'autres vont jusqu'à 80%. Si vous avez déjà un crédit dessus, forcément, ça la réduit. Admettons, le bien vaut 100 000 euros et vous avez encore 20 000 de prêt. Donc, on va partir sur 50% de 80 000. Et je vais devoir racheter votre prêt. Alors, pour les personnes qui ont fait un crédit immobilier il y a 4-5 ans à 1%, si moi, je vous amène du 4,5, vous allez me dire « Non, mais Anne... Bon, mais je peux le faire quand même, c'est possible après avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que moi c'est beaucoup au cas par cas, donc tout s'étudie et on voit ça ensemble et on avance, vous avez tous les coûts, vous avez tout. Moi je suis vraiment votre partenaire sur ce projet, donc je vous dis ce que ça vous coûte, la différence de prix entre votre prêt actuel et peut-être celui que je rachète et on voit ensemble ce qu'il y a de mieux à faire. Nous sommes toujours dans ce panel sur le financement immobilier en Afrique et la quête de solutions pour la diaspora. Madame, monsieur, voulez-vous compléter peut-être ce qui a été dit, sinon aller plus avant dans ce que vous proposez? Vous êtes donc installé ici, votre institution est installée ici. Il y a eu des questions, mais voulez-vous apporter des réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées d'ailleurs, des compléments d'information? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser madame répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Vous voulez répondre à Non, mais écoutez, soit vous avez quelque chose, allez-y, et puis madame avisera. Nous, ce que j'aimerais apporter, c'était par rapport à la question sur le risque tout à l'heure, parce que c'est central. C'est central pour les institutions, c'est central pour les clients aussi. Aujourd'hui, nous, en tant que FinTech, puisqu'on est une entreprise technologique aussi, on veut pouvoir offrir aux établissements financiers, aux banques, la possibilité de mieux connaître leurs clients. Et mieux connaître leurs clients, ça veut dire mieux pricer, mieux appréhender leurs risques et donc leur offrir le taux d'intérêt le plus approprié. La place européenne a mis en place un certain nombre de standards liés, sans rentrer dans la technicité, à l'accès à l'information sur les comptes des clients. Et donc, si vous avez un compte en Europe, ces standards permettent à une banque de savoir un petit peu ce qui se passe dans votre vie financière, de mieux vous connaître et donc de mieux appréhender votre risque. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible à travers une plateforme comme la nôtre aux établissements africains. Donc ça peut être un outil qui permet de mieux servir la diaspora. Donc ça offre la possibilité que je viens de décrire et, dans ce que je disais au départ, la possibilité de traiter des flux qui sont vraiment adaptés à des investisseurs, qui sont vraiment adaptés à des acquéreurs de biens immobiliers par leur montant, par leur récurrence. Et dernier point, pour rebondir sur ce que la BNI disait tout à l'heure, sécuriser un client, un emprunteur, c'est aussi s'assurer qu'il aura toujours les ressources pour payer. Et donc, la domiciliation des revenus, c'est quelque chose de très central et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on est aussi en mesure de travailler. Et ce sont des solutions qui vont gagner en maturité dans les mois et les années qui viennent. Aïda Yahya, vous êtes là à double titre en tant que DG de Yahya IMO, de I2I. Ah ben voilà, j'étais partie. J'avais décidé que c'était Yahya en écriture. Bien, pardonnez-moi. Et aussi en tant que vice-président de la Chambre de commerce des Comores. Comment est-ce que, aux questions qui ont été posées, laquelle de vos casquettes répond le mieux à cela ou complète ce qui a déjà été apporté comme réponse? Alors, moi, je dirais que les Comores, on a un besoin, et surtout les banques, de mettre en place des offres de financement pour la diaspora, et ça a toujours échoué. Il y a une banque africaine, l'AFG Bank, qui va lancer son prochain projet diaspora, et je pourrais vous mettre en connexion avec... parce que le sujet, c'est toujours le même, c'est le risque. On n'arrive pas vraiment à
à vraiment évaluer le risque des membres de la diaspora. Ce qui fait que nous, en tant qu'agence, on se transpose à faire des financements à la carte pour nos clients. Et c'est contraignant, c'est des espèces, c'est pas évident. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Donc nos freins sont aujourd'hui des opportunités pour les institutions financières africaines pour pallier à ce manque. Merci. Nous allons faire appel à notre keynote speaker. Nous n'avons pas fini, mais pour relancer ce panel sur ce qui a été dit et que nous dit l'expert sur tant les questions de l'auditoire que ce que font les professionnels. Alors déjà, on s'aperçoit que le sujet du financement est un sujet très important, parce que sans financement, on ne peut pas effectivement aller au bout de certains projets. Et en même temps, on se dit que quand on est ici, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une réponse qui parte d'ici. Parce que partir dans nos pays d'origine pour aller chercher du financement au travers de la BNI, du crédit foncier ou tout autre instrument de présence n'est pas peut-être la bonne solution. Alors la question qu'on devrait peut-être se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez tous des représentations ici, en France, pour que les gens de la diaspora puissent déjà avoir des premiers interlocuteurs? Ça, c'est la question que je pense qui est importante parce que c'est la première démarche. Si on doit en plus prendre un billet pour aller en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal, ça risque d'être compliqué un peu dans une première démarche. Ça, c'est la première question. La deuxième chose qu'on doit se demander, on parle depuis tout à l'heure de financement, mais de sécurité. Les taux sont très élevés. On sait qu'ici, on a des taux qui tournent autour de 3 à 4% en fonction de son dossier. Mais quels sont les réels taux derrière? Alors, je ne parle pas du crédit foncier qui a donné ces taux, mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tout ça, à quel niveau de taux on tourne? Est-ce qu'on est vraiment dans les taux à 14%, comme on le dit, ce qui est un élément important? Et puis surtout, quels sont les apports qu'il faut? Aujourd'hui, quand on fait du financement, quand on demande un financement, on a des apports à fournir. Je sais que certaines banques, je ne vais pas la citer, mais vont demander 30%, un remboursement sous 9 ans, et le taux serait aux alentours de 4%, ce qui est très compliqué pour beaucoup de gens. Donc moi, j'aimerais bien que nos panélistes, en tout cas ceux qui représentent les institutions financières, nous disent s'ils ont une représentation ici pour que les gens puissent y rendre concrètement. Deuxième chose, quels sont les taux auxquels on peut s'attendre? Et puis, de quoi est composé le dossier? Quel niveau d'apport? Alors, on va peut-être partir sur les dossiers, parce que pour ceux qui sont représentés, ils l'ont dit, et sur les taux aussi, sur les conditions. On fait un tour de chaise, on n'a pas de table. Madame, s'il vous plaît. Merci. Je pensais avoir été... vous pouvez le redire, il y a des gens qui arrivent... Sur les conditions. Ah oui, c'est vrai que vous les avez énoncées, mais on y retourne. Ça n'est jamais de trop. Nous écoutons, madame. Alors, tout en rappelant que le Crédit foncier est un établissement public, j'insiste parce que tout à l'heure, il y a des questions... il faut être camerounais pour le Crédit foncier. Vous avez des banques commerciales qui financent des étrangers. Il faut justifier de revenus stables qui peuvent provenir d'un salaire ou d'une activité ou d'un programme immobilier. Il faudrait produire un dossier technique conforme, monté par des experts du domaine. Il faudrait enfin pouvoir réaliser un apport personnel qui est de 0% pour les jeunes, 10% pour les acquéreurs des programmes immobiliers, 20% pour les projets construction logement à usage personnel et 50% pour les projets locatifs. Merci pour ces nouvelles précisions. Alors, sur la représentation, je voudrais quand même qu'on retourne à la salle. Vous avez des questions. Qui est-ce qui n'a pas pris la parole? Il est où notre micro? Par ici, mademoiselle, s'il vous plaît. Vous pouvez passer devant, on ira plus vite. Donc, on va prendre 3 questions concises. Pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions, monsieur a posé une question déjà ce matin, n'est-ce pas? On va essayer de donner la chance à madame derrière. Vous n'étiez pas là? Vous étiez là. Nous vous écoutons. On vous donne la parole. La question est très rapide. C'est concernant la représentation. Est-ce que le Crédit foncier, c'est pour le Crédit foncier du Cameroun? Est-ce que vous avez une agence en France? Nous avions une agence que nous avons fermée pour plusieurs raisons. Nous avons signé des contrats de représentation qui ne fonctionnent pas bien actuellement. Nous sommes ici pour justement signer de nouveaux partenariats. Nous avons déjà identifié 3 nouveaux partenaires. Je pense que sous peu, vous aurez des nouvelles à ce sujet. Une représentation en France. Alors, on prend 3 questions et après, on vient aux réponses. Monsieur, nous vous écoutons. Vous avez le micro. Bonjour à tous. J'avais juste une question assez rapide. En fait, en Afrique,
On a quasi 50% de personnes qui sont de confession musulmane. Et c'était pour savoir, est-ce que vous avez déjà été confronté à des gens qui ont des contraintes, notamment par rapport à certains principes, donc l'interdiction des intérêts ou autres. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ces problématiques-là et est-ce que vous avez des solutions alternatives au financement classique bancaire? On passe le micro à côté. Merci pour votre question. Il y a quelqu'un d'autre? Le plus proche de vous, mademoiselle, sinon on ne va pas y arriver. Voilà. Monsieur, nous vous écoutons. Oui. Alors, je vous remercie et bonjour à tous. Alors, ma question, ça serait au niveau de la fiscalité. La fiscalité ici en France, c'est clair qu'on reçoit et puis on paye des impôts là-dessus, sur ce que nous recevons. Et avec ça, on investit en Afrique. Au niveau, par exemple, de nos pays d'origine, quelles sont les fiscalités que vous appliquez? Et est-ce qu'à la fin, ça nous convient, par exemple, de payer les impôts ici en Europe et en Afrique? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que ce ne serait pas avantageux de louer, c'est-à-dire d'être plutôt locataire? Merci pour ces deux questions là derrière. Donc, il y a une question sur des questions de considération religieuse, sur l'islam, c'est bien ce que vous n'avez pas dit, mais que j'ai compris, sur la fiscalité. Et la troisième question, avant que le panel réponde, nous vous écoutons. Ouais, ma question, elle est simple. Elle s'adresse à tous les représentants des banques ici. Qu'est-ce que vous avez concrètement à proposer à des investisseurs de la diaspora? Quand on voit par exemple qu'un entrepreneur de la diaspora en France ici, il arrive à se faire financer même à 110%, voire même avec 5% ou 10% d'apport. Et quand je fais le tour et je vous vois, vous demandez des 30%, des 50%. À un investisseur de ce type, vous lui proposez quoi concrètement pour qu'il puisse aller investir en Afrique? Quelle est l'envie que vous lui donnez d'aller investir en Afrique tout en sachant qu'en restant ici... Concise la question, sinon on s'y perd, s'il vous plaît. Merci. Vous avez entendu les trois questions. Qui est-ce qui veut répondre à l'une des trois? Moi, je veux bien répondre à la dernière question. Allez-y, madame, je vous prie. Alors, c'était le bon temps quand on faisait du 110%. C'est de moins en moins vrai. C'est assez rare. Et du coup, moi, je ne demande pas d'apport puisque je vous fournis l'apport finalement. Mais je pense que si les banques africaines vous demandent d'avoir un apport aussi, c'est une sécurité. Si vous voulez, vous travaillez en France, clairement, une banque camerounaise, sénégalaise ne peut pas venir saisir votre salaire en France, comme ferait une banque française. Et du coup, déjà que vous apportiez 30, 50%, pour eux, c'est déjà une sécurité. C'est dans ce sens-là. Avez-vous une réponse? Quelqu'un a-t-il une réponse pour la question de monsieur? Alors, sur le financement islamique? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, on a été déjà confronté à ces types de financement-là, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est des lignes qui viennent généralement de l'extérieur. Voilà, c'est des lignes qui viennent de l'extérieur avec un certain nombre de conditionnalités dans la mise en œuvre. Mais généralement, quand c'est comme ça, on les attribue à des activités bien précises, d'accord, pour éviter de déroger aux règles qui ont été données initialement avant la réception des fonds. Donc ça, dès le départ, dès qu'on a les fonds, on identifie, on donne les règles et les prérogatives pour lesquelles on a ces fonds-là. Donc, ce qui nous permet de rester toujours sur le niveau de taux, parce que généralement, c'est sur le taux. Quand on vous prête à 1,5, on vous demande toujours au maximum de prêter à 1,5 et souvent même en dessous, de ne pas aller au-delà. Donc, en fonction des critères déjà prédéfinis, on fait ce financement-là. Maintenant, en ce qui concerne la représentation, il faut dire que la BNI n'est pas encore représentée en Europe. Je pense que c'est l'objet même de notre présence ici, c'est de pouvoir avoir l'affluence, voir un peu, faire de la prospection et voir s'il est possible pour nous de signer des partenariats. Je pense qu'on en discute depuis ce matin avec les uns et les autres. C'est mon DGA qui est là, qui entreprend déjà ces différentes démarches-là. Donc très prochainement, on devait pouvoir s'installer ici. En ce qui concerne les taux, il faut dire que les taux sont en fonction des risques qu'on court dans nos pays respectifs. Donc les taux, généralement, sont donnés dans nos placotes que nous avons en nos stands. C'est en moyenne 8%. C'est en moyenne 8% les taux que nous donnons parce que la BNI est suffisamment liquide, je le dis, parce qu'on a suffisamment de liquidité au jour d'aujourd'hui. Donc en termes d'investissement, on n'a vraiment pas de problème. Merci. Sur la fiscalité, vous voulez compléter peut-être sur ces questions? Je regarde la personne qui tient la montre, Madame la vice-présidente. Est-ce que nous sommes... 5 minutes, bien.
En tout cas, si je peux dire sur la fiscalité, quand vous avez un bien locatif en Afrique, vous n'êtes pas obligé de le déclarer en France. Donc il n'y a pas la fiscalité déjà française sur le bien là-bas. Après, pour le coup, je ne sais pas comment ça se passe dans le pays où vous investissez. Alors, si vous le permettez, oui. Bon, tous les pays africains, sans exception à ma connaissance, ont des conventions fiscales avec la France, avec les pays européens, et donc vous n'aurez pas normalement de double fiscalité. Mais chacun doit déclarer ses revenus à l'étranger et ça rentre dans son assiette fiscale, mais vous avez des formulaires, le fameux 2017, pour éviter la double fiscalité. J'enchaîne sur la représentation. La raison d'être de Ayou, c'est d'accompagner les banques africaines à avoir de la visibilité en Europe. Nous avons aujourd'hui 8 banques africaines qui ont une représentation physique sur le territoire européen, en l'occurrence à Paris, sous notre hébergement et sous notre encadrement réglementaire. Pourquoi est-ce que pour une banque africaine, c'est compliqué d'être en Europe? Parce que les choses sont très cadrées. Si vous n'avez pas une licence européenne, vous ne pouvez pas exercer le métier de banquier en Europe. Or, avec le dispositif que nous mettons en place, nous offrons cette possibilité d'avoir une représentation physique. Et donc, j'appelle toutes les banques africaines qui peuvent être représentées ici à venir nous voir dans cet objectif-là. Nous offrons aussi la possibilité d'avoir une représentation digitale avec des outils, donc sites web et applications digitales que nous savons éditer pour elles pour venir au-devant de leur diaspora. Dernier point sur la question sur les financements islamiques. C'est la même chose. Vous avez aujourd'hui des banques commerciales, des banques universelles africaines qui ont des fenêtres islamiques et vous avez des banques islamiques, pure player, qui peuvent avoir aussi des clients dans la diaspora et elles peuvent aussi être accompagnées pour venir distribuer Sisna, pour venir distribuer Ijara aux clients de la diaspora qui en ont besoin. Et les structurations islamiques sont très appropriées pour des clients de la diaspora, puisque l'essence même permet de le faire. Madame Yahya, voulez-vous compléter quoi que ce soit avant que nous prenions la dernière question? Monsieur, vous avez le micro, nous vous écoutons. Oui, c'est juste pour apporter une précision par rapport à la question posée sur la finance islamique, pour confirmer ce qu'il vient de dire. Je suis commissaire à la COBAC. Donc, il y a une disposition qui a été mise en place pour faciliter la finance islamique, de manière à ce que la diaspora, qui est donc d'origine musulmane, puisse vraiment profiter de cette finance. Donc, il y a des banques qui le font. Il faut identifier quelles sont les banques. Il y a une réglementation qui a été mise en place. Je me rappelle, on l'a travaillé dessus à la Banque centrale. Et donc, il y a cette possibilité. La deuxième chose, concernant la fiscalité, il faut savoir qu'il y a des produits immobiliers qui sont positionnés dans des zones franches, qui disposent d'une fiscalité particulière. Et donc, il est important de savoir le bien qu'on achète est positionné où. Si ce bien est dans une zone franche, par exemple au Congo, nous avons ce qu'on appelle la zone de valorisation des infrastructures marchandes, avec une spécificité fiscale, ce qui permettait dès lors de pouvoir bénéficier des exonérations et donc d'une fiscalité allégée sur les plus-values. Et ça, ce sont des éléments importants qui permettent d'améliorer le rendement. Donc, se renseigner sur la finance et se renseigner sur la fiscalité. Merci. Merci pour cette contribution. Alors, Monsieur Zola, à côté, ce sera la dernière question. Il nous reste 3 minutes exactement pour que... Oui, vous aviez une question, Monsieur Zola. Nous vous écoutons, le temps non, moi, c'est pas une question, c'est juste une précision. Parce que là, il y a des Camerounais, des Ivoiriens, mais il n'y a pas que. Donc, ma question, c'était par rapport à la dame. Donc c'est une question. Non, mais j'arrive. Je vous écoute, allez-y. Oui, par rapport au fait, vos offres concernent toute l'Afrique ou vous avez Oui, parce qu'en fait, moi, je ne vais pas financer pour un achat immobilier, je ne vais pas forcément dire de quoi il s'agit. Vous avez un appartement et une maison, je vous dégage de la valeur en monnaie, mais on va pas je ne vais pas dire que c'est parce que vous achetez. Ce n'est pas un prêt qui va être lié à l'achat. Si vous voulez plutôt acheter une voiture, un hélicoptère, vous faites. Moi, ça ne me regarde pas après. Voilà, donc c'est pas, vous pouvez acheter n'importe où, même en dehors de l'Afrique si vous le voulez, c'est totalement libre. Nous finissons donc avec notre keynote speaker pour sortir de ce panel dont l'objet était financement immobilier en Afrique. Quelle solution pour la diaspora? Les questions demeurent. Retenez que vous pouvez aller librement rencontrer ces panélistes. Nous sommes là pour cela et à pouvoir avoir de plus amples informations. Nous vous laissons donc, René,
nous faire sortir de ce panel. Alors tout d'abord, moi je voulais remercier les panélistes parce qu'on a eu diverses solutions. Je pense que le public a été satisfait des réponses qui ont été apportées et je vous invite à continuer à échanger avec eux. Alors le financement est un élément important et au SIAP, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on va continuer à vous aider là-dessus. Donc n'hésitez pas, continuez à vous rapprocher de nous. Et puis ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui les choses évoluent. Au départ, on avait beaucoup de mal, on finançait avec son salaire, donc on mettait du temps à construire nos maisons. Mais aujourd'hui, il faut le savoir, les banques se préparent pour ça, les institutions de crédit, je pense notamment au Crédit Foncier, à la BNI, toutes ces banques-là se préparent à répondre à nos attentes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une vraie force financière pour ces banques-là. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, n'oubliez pas ça, nous sommes les clients. Donc, je pense qu'on trouvera des solutions à chaque fois. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent à ces différents panels et je laisse la parole à Lydie, que Merci. Je vous invite aussi à applaudir parce qu'elle a été notre maîtresse depuis. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'ont croisé m'ont dit qu'ils ont beaucoup apprécié la manière dont elle a mené les débats avec Monsieur, vous ne réussirez pas à me faire rougir. Donc, en vous remerciant, moi je suis restée sur 2 points. L'immobilier, résolument, ça n'est pas seulement dans je voudrais acheter pour avoir la maison de mes rêves avec la piscine, le gratte-ciel, ce que l'on veut. En plus, je n'ai même pas d'argent, mais j'ai surtout retenu, et je voudrais peut-être vous encourager à considérer cet aspect, c'est que justement l'argent que l'on n'a pas, et quand bien même on l'a déjà, plutôt que le dépenser, autant aller chercher à avoir encore plus d'argent, et ça c'est dans l'immobilier, si j'arrive à le dire, d'investissement. C'est-à-dire rentrer dans l'immobilier pour justement avoir de l'argent et encore de l'argent. Et ce qui est certain, quand on a les moyens, on peut tout faire ensuite. Merci pour votre présence. Elle veut rajouter. Juste si je peux rajouter quelque chose. Si, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas possible d'investir aujourd'hui, mais un dossier, ça se prépare. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, on vous donnera les pistes et ce qu'il faut faire pour préparer votre projet au mieux et pour peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pouvoir réaliser ce projet justement. Voilà, merci pour cette précision. Elle avait sa place. Nous vous remercions. Merci et beaucoup. vous allez écouter très attentivement. Alors, je me permets juste de rejoindre un petit peu cette conférence. Merci à tous. Et puis, je pense qu'on peut applaudir Lady Ngog, qui depuis hier matin, est avec nous. Alors là, c'est la dernière plénière pour nous et pour elle aujourd'hui. Donc, un grand merci, vraiment, vraiment. C'était super. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Merci donc, à vous. Applaudissez pour vous-même, vous êtes un public formidable. Exactement. Surtout ne partez pas, parce que ce n'est pas fini. Oui. Évidemment, en plus vous êtes super nombreux. Il y a peu de place dans les salles de masterclass. Donc cet après-midi, il nous en reste quelques-unes. Et je pense que vous allez beaucoup apprécier. Alors il y a encore la Côte d'Ivoire, je dis encore parce qu'on en avait une ce matin. Mais ce sera abordé un peu différemment, là, tout de suite. Donc on va avoir investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Quelles opportunités pour la diaspora? Donc c'est vraiment de l'investissement. Même si vous n'êtes pas ivoirien, je pense que vous avez envie de savoir comment investir en Côte d'Ivoire. Sinon, à Doha évidemment. Sinon, vous pouvez également investir à Dakar. Donc ici c'est investir à Dakar, comment sécuriser son projet de l'achat à la gestion locative, donc vous pouvez acheter, louer, mais en tout cas comment investir. Donc vous avez 2 choix hyper intéressants, oui je vais le dire. Alors on a Cyril qui gère très bien les sponsors et l'ensemble des banques, donc je vais le glisser à la fin. Donc il y a les salles, donc on a DKR donc pour Dakar qui sera en salle 2, à Doha en salle 1. C'est maintenant, on vous attend, il y a 50 places par salle. Donc il faut courir. Donc ce seront ceux qui seront les plus rapides. Il faut y aller maintenant. On vous attend, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous.